Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la chaîne qui rassemble. Il est 13 h, voici les titres de votre journal. Daniel Kablan-Duncan a pris part au premier sommet de l'Alliance solaire internationale en Inde. Il représente le chef de l'État. C'est un sommet dont l'objectif est de trouver une solution au réchauffement climatique sur la planète et l'accès à l'énergie solaire. Nous irons à New Delhi en tout début de journal. Les enquêtes diligentées suite au meurtre d'une élève à Mbayakro n'ont pas tardé à donner des résultats. Le procureur de la République près le tribunal de Bouaké a annoncé à livrer dimanche les premières conclusions de ces enquêtes. Selon Bramanconé, ce crime a été commandité par le père de la victime lui-même. Le Front National va-t-il devenir Rassemblement National? C'est en tout cas ce que souhaite Marine Le Pen, qui l'a annoncé hier au congrès du parti. Pour que ce changement soit effectif, il doit désormais être entériné par les adhérents à travers un vote par correspondance dans les prochaines semaines. Je vous le disais en titre, le vice-président de la République a pris part hier au sommet de l'Alliance solaire internationale. Daniel Kablan-Duncan représente le chef de l'État à cette cérémonie qui a lieu en Inde. C'est un sommet dont l'objectif est de trouver une solution au réchauffement climatique, au réchauffement donc de la planète et l'accès à l'énergie solaire. Jérôme Kofi Abola, notre envoyé spécial à New Delhi. Avec la tenue de son premier sommet ce dimanche à New Delhi, l'Alliance solaire internationale vient d'être mise sur les rails. L'initiative venant de Paris après la COP 21 en 2015, c'est au président français Emmanuel Macron et au Premier ministre indien Narendra Modi qu'est revenu l'honneur de coprésider cette cérémonie de lancement. Comme feuille de route, la promotion des énergies renouvelables avec en prime l'énergie solaire. Toute chose pour faire face à la question du réchauffement climatique, un réel danger pour l'humanité. Présent à l'instar des nombreuses personnalités à cette rencontre dans la capitale indienne, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan représentant le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il a rassuré quant à la détermination de son pays à œuvrer pour le succès de l'Asie. Il ne fait aucun doute que cette alliance constitue une réponse efficace et pragmatique aux deux problématiques majeures que sont la lutte contre le réchauffement de la planète et l'accès à l'énergie. Nous tenons donc à féliciter très vivement les autorités indiennes, en particulier son Excellence M. Narendra Modi et l'État français représenté par le président de la République, son Excellence Emmanuel Macron, pour leur ferme engagement à faire de notre alliance un puissant outil de coopération active et de développement dans le domaine de l'énergie solaire. La Côte d'Ivoire, pour sa part, respectera résolument ses engagements pris au niveau mondial en faveur du climat et notamment en ce qui concerne la transition énergétique. Le sommet de New Delhi a été une occasion de présenter des dames formées pour devenir des mamans solares, parmi elles des Ivoiriennes. Les mamans solares ont pour mission non seulement de sensibiliser, mais aussi d'aider techniquement à la vulgarisation de l'énergie solaire dans les foyers. Des éléments sur lesquels l'Alliance solaire internationale sera comptée pour gagner son pari. Ici en Côte d'Ivoire, dans le cadre de ses attributions régaliennes, le Conseil économique, social, culturel et environnemental a réalisé des études sur certaines grandes questions de société qui doivent être examinées. Les rapports donc tenant lieu des projets d'avis en vue de leur adoption. Il est organisé aujourd'hui et demain 2 séances débat. Nos équipes de reportage sont sur place. Leur compte rendu dans l'un de nos prochains journaux. Encore un marché qui brûle. Un incendie a ravagé plusieurs magasins du marché d'Agboville dans la nuit de dimanche à lundi. Et face à l'intensité des flammes, les pompiers civils alertés par les autorités locales sont restés impuissants devant ce gigantesque incendie dont les causes ne sont pas encore déterminées et aucun bilan n'est disponible pour l'heure. De janvier à septembre 2017, une organisation de commerçants a dénombré 7 incendies de marché sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et d'octobre à décembre 2017, 3 marchés, dont ceux d'Abobo et d'Abengourou, sont partis en fumée. Et le marché d'Agboville est donc le 4e qui est visité par le feu depuis janvier 2018, après ceux de Mans, Soubré et Katiola.
Souvenez-vous, le 6 mars dernier, à Mbayakro, le corps d'une élève en classe de 5e a été retrouvé sans vie dans une maison inachevée. À peine une semaine après l'ouverture de l'enquête, les premiers résultats donc se font savoir. Les présumés coupables sont mis aux arrêts. Ils doivent d'ailleurs être déférés ce lundi au parquet. Et tenez-vous bien, l'un d'entre eux n'est autre que le père même de la victime. Voici les présumés coupables de l'assassinat de Glaou Hermond Chanceline selon le procureur de la République près le tribunal de Bouaké. L'enquête ouverte a permis d'interpeller le nommé Sana Ahmed, un détenu mis en corvée extérieure. Interrogé, il n'a fait aucune difficulté pour reconnaître les faits d'assassinat mis à sa charge. Cependant, il a déclaré avoir agi sur instruction du père de la jeune fille qui avait besoin de sang humain pour faire des sacrifices en vue d'avoir de l'argent. Selon lui, le père a conçu le mode opératoire et lui, il n'a fait qu'exécuter le plan déjà élaboré. Contrairement au présumé commanditaire, le présumé assassin peut même expliquer le meurtre de la jeune fille. Il a dit que de blaguer la fille qu'il y a ses affaires là-bas. Et ça, moi aussi, blagué. Elle est rentrée dans une vieille maison. Et puis, on s'est battu. Et puis, il a fait tomber. Quand elle a fait tomber, c'est ça, en tombant, c'est ça, moi aussi, il a pris le couteau là. Et puis, il a piqué à gauche. C'est ça, elle a pris crier. C'est que l'assassinat a eu lieu derrière ma maison. Il ne sait pas quel temps il a assassiné. Même moi, j'étais à la maison, en train de regarder la télévision. Dans tous les cas, promet la justice, l'assassinat de Glaou Hermond Chanceline ne restera pas impuni. Le lundi 12 mars 2018, le nommé Sana Ahmed, le présumé auteur, et M. Glaou Franck Delphin, le commanditaire, seront déférés au parquet pour être présentés à un juge d'instruction. Aux autorités administratives, coutumières, religieuses et politiques de Mbayakro, ainsi qu'aux populations et notamment les élèves, il est demandé de prendre toutes les dispositions pour une reprise effective et dans le calme des cours dès ce lundi 12 mars 2018. Les propos du procureur de la République ont été recueillis par Léon Brou de la station régionale RTI Bouaké. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a effectué récemment une mission de sensibilisation sur le respect des droits de l'homme dans les localités de Blolequin et Guiglo, tout en prenant le pouls de la situation des droits de l'homme dans cette partie de l'ouest de la Côte d'Ivoire. La délégation de la CNDHCI a appelé les populations au civisme. Abou Sanogo. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, en mission de sensibilisation au respect des droits de l'homme dans les localités de Guiglo et de Blolequin. Une mission qui intervient au lendemain des récents événements survenus dans ces deux localités. À cette occasion, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Nabisata Sangari, a invité la population au civisme et au respect à la vie, à la santé, à l'éducation, à la paix et à la sécurité. Un parent qui enlève son enfant de l'école pour la marier forcée, c'est interdit en Côte d'Ivoire. L'excision ne doit pas se faire, ne doit plus se faire parce qu'il y a une loi depuis 1998 qui interdit ça. Celui qui fait l'excision, il est puni par la loi. Il va même en prison. Celui qui regarde et puis il n'a rien fait, il n'a pas sauvé la personne qui est en train d'être excisée, il a aussi sa sanction. Les échanges avec les populations rencontrées ont permis à la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire de se faire une idée de la situation des droits de l'homme en ces lieux. Vous savez tranquillement la gendarmerie, j'ai tel problème, tel problème, tel problème. Vous avez la Commission régionale des droits de l'homme qui a son siège à Guiglo. Vous avez les sous-préfets. Et donc nos actions viennent en appui à celles de ces personnes qui déjà sont là, n'est-ce pas, pour protéger vos droits. Étant président de la journée communale, aujourd'hui, ce message vient encore apporter un plus dans le
demande de l'apaisement de la situation. Après Guiglo et Bleulequin, la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme va sillonner les autres villes du pays pour appeler la population à la cohésion sociale et au respect des droits de l'homme. Les droits de l'homme seront également au centre du FEMUA 11 qui aura lieu du 17 au 22 avril prochain. Le thème cette année est jeunesse africaine et immigration clandestine. Pour formaliser la collaboration entre le Festival des musiques urbaines d'Anumambo et la Commission des droits de l'homme, un protocole d'accord vient d'être signé, vient d'être paraphé par la Fondation Magic System et la CNDHCI. L'accord, je le rappelle, vise à sensibiliser les populations à s'approprier davantage les sujets liés aux droits de l'homme. Ouattara Amadou Walter. Depuis 2017, la Fondation Magic System et la CNDHCI, Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, se sont unis pour promouvoir les droits de l'homme pendant le Festival des musiques urbaines d'Anumambo, FEMUA. Après l'expérience de la 10e édition du dit festival, une expérience jugée satisfaisante par les deux parties, elle décide de remettre le couvert. La Fondation Magic System et la CNDHCI viennent donc de signer une convention de collaboration qui s'inscrit dans le cadre de la 11e édition du FEMUA. Objectif, permettre aux milliers de festivaliers de connaître et comprendre mieux les questions liées aux droits de l'homme. Pour le FEMUA 11, les populations vont se sentir encore concernées parce que la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire a décidé de mener des actions concrètes sur le terrain avec nous, de sorte à toucher, à interpeller les populations sur leurs droits. Pour la présidente de la CNDHCI, la création artistique et la promotion de la diversité culturelle font partie des droits de l'homme. Et le thème cette année du FEMUA, jeunesse africaine et immigration clandestine, est une question d'actualité qui constitue une réelle opportunité pour divulguer des messages relatifs aux droits de l'homme. Avec le FEMUA Kids, les enfants par exemple, nous allons mettre des experts pour entretenir les enfants sur les droits des enfants. Et puis Carrefour Jeunesse qui est dédié aux jeunes, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nous allons profiter pour passer des messages forts à plus de 100 000 jeunes. En plus de la ville d'Abidjan, les activités du FEMUA 11 vont également se dérouler à Korogo. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire compte y décerner 3 trophées à l'issue d'un cross populaire. Voilà pour le chapitre droits de l'homme. Ici en Côte d'Ivoire, ils sont nombreux, ces jeunes qui embrassent les filières mécanique générale et construction métallique dans les établissements d'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ils suivent donc plusieurs années de formation avant d'espérer intégrer le tissu professionnel. Mais quelles sont les réalités auxquelles ils sont confrontés durant leur formation et quelles sont les actions du gouvernement dans ces établissements en vue de rehausser la qualité de la formation? Élément de réponse avec Christ Diomondé et Franck Quadio. Des bruits caractéristiques de charpente et de métaux. Dans cet atelier de construction métallique du Collège d'enseignement technique et industriel Séti à Marcory, des apprenants autour de machines donnent forme à des tôles, font des pilonnages et autres activités destinées à la construction. Parmi ces apprenants, Niamien, cette jeune fille, est à sa 3e année de formation. Ici, nous faisons la chaudronnerie, les charpentes métalliques, les chenaux et autres. Il y a la soudure aussi. La place de la femme n'est pas seulement dans les autres filières. Il y a beaucoup de connaissances ici. Il y a la soudure, la chaudronnerie, il y a beaucoup de choses à connaître. Dans cet établissement, de nombreux apprenants exercent dans le domaine de la mécanique automobile et de la fabrication de pièces. Si on doit faire le charoutage, c'est d'enlever une partie de la pièce, mettre en longueur. On peut fabriquer des écrous, des vis, en tout cas une multitude de pièces qui rentrent dans les mécanismes. Des apprenants souvent confrontés à des difficultés. La machine déconne souvent, on allume, il y a des problèmes. On dit que c'est depuis 1960, donc mais là, souvent ça déconne, on arrange. Presque toutes les machines ici sont en panne. Donc il nous reste seulement que 2 tours qui sont fonctionnels et 2 fraiseuses qui marchent. Au départ, les élèves étaient en nombre réduit et les machines étaient toutes fonctionnelles. Mais il arrive que maintenant, on a plus d'élèves alors qu'on n'a plus de machines. Un message entendu par le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences à PGDEC. Pour améliorer la qualité de la formation,
8 établissements de formation professionnelle viennent de bénéficier d'équipements destinés aux ateliers d'électricité et de construction métallique. Pour que la formation soit de qualité, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des enseignants bien formés, mais aussi des équipements pour donner un certain niveau, on va dire, de qualité à la formation professionnelle, pour être sûr, in fine, qu'à leur sortie, ces jeunes-là pourront répondre aux besoins de l'économie. Ce n'est qu'un commencement et on se reverra très bientôt pour des équipements de plus grande valeur. Ces équipements-là permettront d'améliorer la qualité du plateau technique et ceci devrait permettre de faciliter leur insertion professionnelle très prochainement. Pour les bénéficiaires, ces dons viennent à point nommé. Les apprenants seront mieux aguerris à leur sortie, puisque la formation professionnelle est basée à 60% sur la pratique, et donc c'est un énorme soulagement. Le PGDEC entend multiplier d'autres actions dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le but, relever les défis de la formation en ressources humaines compétentes. Après l'école, après la formation, il faut savoir s'orienter. Daloa a abrité récemment le lancement national de la 6e édition des Journées Carrières. Le thème de cette édition 2018 était « Adéquation, formation, emploi des jeunes. Quelle contribution de l'orientation scolaire et professionnelle ?» L'objectif de ces journées, c'est mobiliser les acteurs de l'école, les structures de formation et les entreprises autour de la question de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Le compte-rendu de Ngana Konate, notre correspondant dans le Haut-Sassandra. Conférences, expositions, stands, ateliers d'information et visites d'entreprises ont marqué ces journées carrières édition 2018. Les élèves ont été informés sur des filières pouvant leur permettre d'embrasser des carrières professionnelles au terme de leur cursus scolaire. Nous sommes au stand du CARFOP. Vous savez que l'orientation est très déterminante dans la carrière d'un individu. Si vous choisissez un métier que vous aimez, vous n'aurez jamais à travailler comme l'a écrit quelqu'un. Donc je leur montre, je leur explique comment le mode de recrutement, les filières, les possibilités de progression en interne avec une série de concours professionnels à arriver à un niveau même peut-être supérieur au mien. Les élèves ont pu découvrir les différentes formations, les corps de métier, les opportunités directes et indirectes que peut leur offrir le marché de l'emploi. Je suis venu au lycée aujourd'hui, c'est pour venir me renseigner sur la gendarmerie parce que j'aime très bien la gendarmerie, j'aime leur treillis et j'aime leur comportement aussi et leur attitude. Je suis venue à la journée carrière aujourd'hui parce que c'est l'INGS qui m'intéresse et à l'INGS on apprend à se former, surtout sur le côté du sport parce que là-bas on nous apprend à être toujours en bonne santé. La ministre de l'Éducation nationale a justifié la tenue de ces journées carrières par le fait que l'orientation constitue une véritable préoccupation pour de nombreux élèves. Kandia Kamara a donc exhorté le monde éducatif à s'approprier les journées carrières. Ces journées carrières permettent au ministère de l'Éducation-Formation et aux spécialistes de divers secteurs d'activité de montrer aux élèves et étudiants présents les opportunités de formation, les offres d'emploi de leurs différentes structures et les profils recherchés pour les intégrer. Je demande aux directeurs régionaux de donner la chance aux élèves de leurs zones administratives respectives en organisant à leur tour des journées carrières. Kandia Kamara a aussi demandé aux élèves de tourner le dos à la violence en milieu scolaire. Chers enfants du Haut-Sassandra, chers enfants de Daloa, bannissez à jamais la violence, bannissez à jamais les troubles, bannissez à jamais les grèves, parce que ceux-là sont vos ennemis, ceux-là sont les ennemis de votre réussite. Une cinquantaine d'exposants, dont l'Institut des sciences et techniques de la communication, l'INFAS de Daloa, l'Université Jean-Laurion Guédé, la police et la gendarmerie nationale ont pris part à ces journées carrières qui ont donné la possibilité aux élèves de rêver le futur et de réfléchir à leur avenir.
Voici à présent un exemple de combativité, d'acharnement et surtout de travail. Un rêve qui devient réalité à force d'y croire et de s'y mettre. C'est la vie d'une jeune dame polyvalente et multifonctionnelle, Marina Nobout, ingénieure en marketing, commerçante, présidente d'association de femmes, secrétaire du groupement des femmes de BTP en Côte d'Ivoire. Marina est la seule femme ivoirienne à faire du bloc de terre comprimé et stabilisé et dire qu'elle vient de loin. Marina Nobout, de l'orphelinat au BTP, c'est un document signé Sephora Zegui et Franck Quadio. Patrick, viens. Quand vous finissez comme ça, débarrassez carrément le chantier. Elle est ainsi, avec ses collaborateurs, un tantinet maternel, mais ne pas s'y fier. Marina Nobout est une main de fer dans un gant de velours. Sur ces chantiers de bâtiments et travaux publics à BTP, la jeune dame passe le clair de son temps. Secrétaire du groupement des femmes du BTP en Côte d'Ivoire, Marina est la figure montante de la gente féminine dans les domaines du BTP. Orpheline de père, son amour pour le commerce débute dès son bas âge. Déjà au primaire, elle utilise les 500 francs que lui donne sa mère comme argent de poche pour acheter des gâteaux qu'elle revend à ses amis de classe. J'ai remarqué que le besoin était là. Les filles n'avaient pas de quoi manger, grignoter après les repas. Donc pour moi, il fallait trouver quelque chose à vendre pour pouvoir multiplier un peu ce que j'avais comme argent de poche. Au collège, puis au lycée, elle continue ses activités par le commerce de friperie qu'elle revend régulièrement. Une fois au cycle supérieur, elle se distingue par son entrepreneuriat et son audace. Il fallait pour moi trouver une astuce pour avoir une tenue à moi-même. Donc j'ai vu le couturier de mon quartier et puis j'ai proposé comme ça qu'il vienne devant l'école. Je vais lui trouver des clients. Et puis en même temps, le contrat, c'est qu'il me donnerait 1000 francs par tenue vendue. Et puis moi-même aussi, je devais faire ma tenue. Je serais comme le mannequin dans l'école. Son diplôme d'ingénieur en poche, elle débute sa carrière dans une société immobilière de la place. Au sein de cette entreprise, Marina se fait un nom, ce qui lui vaut plusieurs sollicitations dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Avec toutes les expériences acquises, elle décide alors de créer sa propre entreprise. Sa spécialité, la fabrication de maisons écologiques obtenues à partir de blocs de terre comprimés et stabilisés, le BTCS. Son abnégation au travail lui a valu 5 prix au niveau national et international. En 2014, déjà, j'ai reçu le casque de bronze pour le concours Les Oscars du BTP. Et ensuite, à la COP 22 en 2016, j'ai eu le prix de la maison écologique. Marina Nobout jouit d'une bonne réputation auprès de ses collaborateurs, ouvriers et amis qui ont de l'admiration pour elle. Tous voient en elle un modèle de réussite et d'abnégation au travail. Elle est brave et elle a de la détermination, elle est maternelle. Il faut juste ses qualités pour être promoteur. Et c'est une dame qui se retrouve seule dans un monde où il n'y a que des hommes. La patronne, elle est bonne. Elle est gentille, elle prend soin de nous, il n'y a pas de problème. Mariée et mère de 4 enfants, son époux, parents et enfants expriment leur fierté. Je l'ai toujours orienté, je lui ai toujours donné des conseils. Souvent, elle peut arriver à la maison déprimée, fatiguée, voilà, tel a fait comme ça. Je lui dis non, c'est ça qui est normal. Mais si ça n'arrive pas là, c'est que tu n'avances pas, tiens compte des critiques. Donc, j'essaie de la soutenir comme je peux. Je bénis le Seigneur de m'avoir donné un tel enfant qui fait la fierté de ses parents, de sa maman, surtout que je suis. Et au jour d'aujourd'hui, je viens d'Israël. C'est grâce à ces fruits. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ma maman est la meilleure mère du monde parce qu'elle m'a inculqué des valeurs spirituelles, morales. Elle me dit toujours de ne pas voler, de ne jamais céder à la drogue. Et elle me dit de suivre ses pas, de devenir comme elle, même de devenir plus grand qu'elle. Ingénieure en marketing, commerçante, transporteur, restauratrice, présidente d'association des femmes, Marina est aujourd'hui un modèle, comme plusieurs autres femmes de talent, des femmes porteuses de développement de plus en plus nombreuses à ne plus vouloir rester dans l'ombre.
C'était un reportage de Sephora Zegui commenté par Franck Quadio. La voie express à Bobo-Adjamé vient d'être baptisée boulevard Alassane Ouattara. La décision a été prise lors d'un conseil municipal conjoint entre la mairie d'Abobo et celle d'Adjamé. Selon les maires de ces deux communes, cette décision a été prise en l'honneur du chef de l'État. Le boulevard est long de 11,5 km et compte 9 ronds-points et échangeurs. C'est ce que nous dit notre reporter Issa Chonayo. Un conseil municipal conjoint entre les communes d'Abobo et d'Adjamé pour immortaliser les actions de développement du président de la République. Le boulevard de la Casse d'Adjamé au PK18 à Abobo porte désormais l'illustre nom du chef de l'État, Alassane Ouattara. Les communes jumelles d'Adjamé et d'Abobo sont les lieux où se sont déroulés les plus grands et les plus nobles combats de notre grand parti, le RDR. Il était tout à fait logique et légitime que cette voie porte le nom du président Alassane Ouattara. Adama Tunkara en appelle à l'esprit de civisme des populations pour faire de ce boulevard un lieu propre. Le boulevard Alassane Ouattara, long de 11,5 km, dont 4 à Adjamé et 7,5 à Abobo, compte 9 ronds-points et échangeurs. Le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire s'étend peu à peu sur toute la Côte d'Ivoire. En attendant de couvrir les 31 régions du pays, San Pedro a accueilli le week-end dernier la cérémonie de pose de première pierre d'un marché de gros d'une capacité de 600 magasins. C'est un marché qui permettra de conserver et de stocker les produits vivriers dans de meilleures conditions. Sam Conan depuis San Pedro. Grande mobilisation des femmes rurales se joue à Gabiadji, dans le département de San Pedro. Et pour cause, elles auront dans 24 mois un marché moderne de gros dans le cadre du programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. La pose de la première pierre a eu lieu sur ce site de 2 hectares. Irie Loukoulette, la présidente de la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, initiatrice du projet. Voilà que vous avez eu ce marché à San Pedro. Le nombre de magasins qui sera ici, ça serait quelque chose de 600 magasins. Et les 600 magasins sont à part. Mais les entrepôts qui vont faire la conservation des produits que nous allons manger à tout moment sur les 12 mois de l'année, on a toujours nos produits vivriers bien frais et bien portants sur nos marchés. Pour le préfet Koulibaly Ousmane, les défis sont énormes pour tout le Bassa Sandra à compter de ce jour. La construction du marché de gros du vivrier de San Pedro et les usines de la Nawa et du Bocler sont donc un défi pour nous tous. Il s'agit de transformer la région du sud-ouest, notamment la nouvelle boucle du cacao, en une nouvelle boucle du vivrier. Les détaillants n'auront plus besoin de faire venir leurs produits de Boaké, de Zenola, de Bouna ou d'ailleurs. Ils pourront venir se ravitailler directement ici à Gabiadji. Toute chose qui permettra de réduire les prix des denrées. Ce marché de gros de Gabiadji va générer 30 000 emplois directs et indirects. Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. Un Nigérian a été élu nouveau président de la Cour pénale internationale hier dimanche avec effet immédiat. Le juge Chile Eboué Osuji remplace l'ancienne présidente, la juge Sylvia Fernandez de Gourmendi, pour un mandat de 3 ans. Je rappelle que la présidence de la CPI définit les orientations stratégiques pour l'ensemble de la Cour. Elle est chargée de la bonne administration de l'institution et de la supervision des activités du greffe. 6 nouveaux juges, dont une béninoise élue par l'Assemblée des États parties, ont pris fonction le 9 mars dernier. Lors d'un congrès crucial pour le FN, sa présidente Marine Le Pen a proposé hier dimanche de rebaptiser Rassemblement national le parti d'extrême droite français Front National dans l'objectif de parachever sa rénovation, condition de son succès. Marine Le Pen a cependant précisé que son parti, même avec un nouveau nom, garderait son emblème historique, la flamme tricolore
tricolore. Seule candidate, Marine Le Pen a été réélue avec 100% des suffrages exprimés pour un troisième mandat à la présidence du mouvement qu'elle dirige depuis 2011. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à notre chaîne. Bonne journée sur la chaîne qui rassemble.